Salut les jeunes, ils l'ont fait, les Anglais l'ont fait, l'Angleterre l'a fait, l'Angleterre est en finale, le 15 de la Rose a réussi son pari, ils l'ont fait donc, ils ont battu la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, les fameux All Blacks, les majestueux All Blacks pourrait-on dire, ont été battus par cette équipe d'Angleterre, une très bonne équipe d'Angleterre, qui va donc en finale, elle affrontera l'Afrique du Sud, on en dira quelques mots de l'Afrique du Sud après. Alors les Anglais quand même qui déjà ont relevé le défi du haka, mais ça peut-être qu'on y reviendra ensuite un peu plus longuement. Ils marquent d'entrée de jeu. Voilà, c'est aussi une des marques de fabrique de cette équipe d'Eddie Jones. On a bien vu, on a bien compris ça nous les Français pendant le tour à destination. On a une équipe d'Angleterre qui marque d'entrée de jeu. Au bout de 2-3 minutes, il y a déjà essai de Manu Tuilagi. Après des ballons bien joués, une série de pick and go devant la ligne néo-zélandaise. Le néo-zélandais n'arrive pas à défendre et de toute façon c'est très dur de défendre ce genre de ballon. Et donc Manu Tuilagi marque. Entre les poteaux, c'est transformé très vite. Enfin bref, là, ils prennent déjà un coup sur la tête. C'est très très dur. C'est très très dur de faire la course derrière eux. Les Anglais, une fois qu'ils mènent, franchement, ils deviennent pratiquement inarrêtables. Alors, c'était le Black en face, donc je pensais que c'était quand même. On pense aussi, beaucoup de monde pense que les Blacks étaient probablement les seuls à pouvoir les rattraper et les dépasser. Mais ça n'a pas été le cas, comme vous l'avez vu. Mais quand même, des Anglais, quand ils sont en position de force comme ça, c'est extrêmement compliqué d'aller les déloger. Et d'autant plus que les Néo-Zélandais ont probablement assez peu l'habitude d'être menés, finalement. Et c'est sûrement arrivé dans les dernières années. Certains me ressortiront dans les commentaires des petits scores qui leur étaient en défaveur et ils ont quand même gagné. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que cette équipe néo-zélandaise, peu habituée, est quand même globalement peu habituée à jouer ces matchs sous ce genre de pression, à devoir courir après le score. Pas évident pour eux. Cette disposition psychologique est peut-être pas absente, mais peut-être pas forcément étudiée comme situation pour les All Blacks. Globalement, ils mènent en général leur match où ils sont rarement ou peu menés, ou pas de beaucoup, ou pas très longtemps. Là, ils ont été menés tout le match. Sûrement une position assez inconfortable pour ces joueurs. Comment expliquer cette victoire anglaise? Alors déjà, j'ai mes petites touches, c'est pour ça que j'ai mes yeux qui vont aller par là, veuillez m'excuser. Défense, voilà, une défense anglaise assez féroce, un engagement assez féroce quand même, des Néo-Zélandais des All Blacks assez étouffés. Une rush défense qui coupait les extérieurs, la charnière mais sous une énorme pression. Mounga, il a vraiment pas été à la fête, il n'a pas pu faire grand chose. De toute façon, les arrières ont quand même eu du mal. Les arrières néo-zélandais ont un petit peu de mal. Donc c'est défense inversée qui a donné lieu notamment à au moins 2 interceptions, si je dis pas de conneries. 2 ou 3 interceptions, encore des ballons perdus, puisque des ballons perdus, il y en a quelques-uns. Très peu de ballons jouables en fait pour ces néo-zélandais. Le ballon quasiment toujours anglais. Très très peu de ballons à jouer, et souvent mal joués en plus. Pas beaucoup d'occupation du terrain pour les néo-zélandais non plus. Les anglais ont quasiment toujours joué, enfin souvent joué en dehors de leur 22 en tout cas, voilà. Souvent entre les deux lignes des 10 mètres ou ligne des 40, vous savez comme vous voulez, ou entre la ligne médiane et la ligne des 22 néo-zélandaises. Beaucoup de choses se sont passées plus tôt dans ces secteurs-là, dans ces zones-là du terrain. Et les Néo-Zélandais, peu de ballons, quoi, trop peu de ballons, trop peu de ballons. Trop peu de possession, trop peu de possession. Et souvent un ballon mal exploité, énormément de ballons rendus au pied, vous avez vu ça? Mais comment Barrett a un nombre de ballons qu'elle a rendu au pied, c'était incroyable, c'était incroyable. Mais ça savait plus quoi foutre du ballon, ça savait plus quoi foutre du ballon. Il le recevait toujours dans des conditions pas croyables, des conditions dantesques, avec une défense qui lui monte dessus. Peu de soutien finalement, les mecs sont tous devant lui, ils sont tous hors jeu, donc forcément c'est la merde. Donc forcément il est obligé de rendre le ballon au pied. Et finalement avec des échanges de jeu au pied comme ça, ils finissent un peu par l'avoir dans l'os. Et par prendre des relances, par prendre la foudre. Compliqué, une conquête néo-zélandaise qui a quand même été secouée, quelques ballons un petit peu chahutés ou perdus, voire perdus en touche. La mêlée, on parlait de leur je sais pas combienième mêlée dont ils récupéraient le ballon, et là ça a été très très difficile en mêlée, avec au moins, je crois qu'au moins un ballon perdu, des pénalités qui sont prises, compliqué, des coups francs, voilà, compliqué, en plus des leaders aux abonnés absents. Où est Kieran Reid? Où est Beauden Barrett, qui n'a fait que dégager des ballons au pied tout le match, alors que c'est pas du tout son style d'habitude. Brody Retallick, qui commence la Coupe du Monde blessé, finalement on le conserve. Bon, voilà, un jeu assez défaillant, pas beaucoup de munitions, je vais insister là-dessus, vraiment très très peu de munitions. On sait que ces All Blacks leur font pas grand-chose, mais en plus ces munitions ont été assez mal jouées quand même. Quand même, une équipe qui subit énormément,
Les Anglais ont en plus eu 2 essais refusés, ça fait que le score a pu être encore plus large, parce que finalement le score n'était pas très large. Les Néo-Zélandais ont sauvé de justesse plusieurs situations. Je pense à un grattage de Goudiou notamment en début de match ou en milieu de la première mi-temps. Bon, c'est quand même compliqué quoi. Quand même compliqué, c'est aux Néo-Zélandais. Ouais, puis avec des choses contestables, là, des choses contestables. Scott Barrett en troisième ligne. Expérimenter ça dans une demi-finale, ça rappelle un peu là, ce qu'ils avaient fait en 99 où ils n'avaient pas mis leur demi-mêlée titulaire contre la France et ils avaient mis Byron Keller au lieu de je sais plus qui là, je sais plus qui c'était qui était normalement titulaire à la mêlée, vous me le direz, mais des choses comme ça qui avaient été faites. Les mecs expérimentent en demi-finale de Coupe du Monde, mais vous croyez où là? C'est quand même dingue. Quand même dingue. En plus, il y a des choses comme Boden Barrett en 15. Moi, j'y crois pas du tout, ça. Boden Barrett en 15. Moi, j'adhère absolument pas à ça. Tu as Boden Barrett, tu le mets 10. Il n'y a aucune question à se poser, quoi. Bah non, il met 15. Richie Monga, je l'aime bien. Hein. C'est un très bon joueur. Hein. Mais quand tu as Boden Barrett, tu le mets 10. Hein. Terminé. Il n'y a aucune discussion à avoir. Boden Barrett, tu l'as, tu le mets 10. Sinon, sinon c'est parce qu'il est blessé ou qu'il a un troisième genou sur une jambe et qui a tibia péroné qui a été fendu en deux. Mais non, mais c'est pas possible. T'as Boden Barrett, tu le mets 10, terminé. Tu fermes ta gueule, tu le mets 10 quoi. Monga, bon bah Monga du coup 10, l'autre 15. Ouais, je suis quand même pas convaincu. Déjà dans le rugby championship, bon, ça n'avait pas fait forcément d'étincelles. Le rugby championship, souvent ça se passe pas très bien les années de Coupe du Monde. Ils les gagnent pas les années de Coupe du Monde, en tout cas les deux dernières quand ils ont gagné les Coupes du Monde en 2011 et en 2015. Donc en 2011 c'était le dernier Tri-Nation où ils perdent notamment contre l'Australie. Et en plus, ils avaient fait une grosse défaite contre l'Australie, à 36-0, je crois, cette année. Il y a quand même des choses qui étaient contestables dans cette composition. Et en plus, voilà, les mecs ont fait un peu de la merde, des passes impossibles qui trouvent personne, des jeux au pied, mais après, souvent des ailiers qui finissent en touche. Souvent, le meilleur défenseur, c'est la touche. Hein. Donc souvent des ailiers qui finissent en touche, des actions qui avortent, et hop, lancer anglais, ballon récupéré, terminé quoi. Donc grosse équipe anglaise. Notamment dans sa défense, mais tout le monde a été bon, hein, donc je vais pas avoir forcément de noms à retenir, je vais quand même sortir quelques noms, parce que s'il faut en retenir un, évidemment, c'est Maro Itoje. Maro Itoje, mais qui c'est ce mec? Il y a 5 ans, il était inconnu, le mec il est partout, il a 4 poumons, la mobilette, une carcasse pas croyable, et puis du cerveau, quoi, toujours là où il faut, toujours quand il faut, le tempo parfait, jamais crevé, à fond la caisse. Non mais bon voilà, si vous intéressez un peu au bonhomme, vous verrez que le mec est assez complet, même bien câblé. Quand même Maro Itoje, c'est un joueur assez incroyable et il le prouve là. Et franchement, Reykjavik, on l'a pas vu du tout. Whitelock inexistant. Bon, Scott Barrett, bon déjà 3,5 Scott Barrett. Ça, j'en reviens pas. Hein. J'en reviens pas de Scott Barrett 3,5. Là, je comprends pas. J'ai jamais vu jouer 3,5 ce gars-là. Hein. Ou peut-être dans le Super Rugby. Hein, si vous avez vu plus de matchs de Super Rugby que moi, pour me renseigner dans les commentaires. C'est vrai que j'ai pas pensé forcément qu'il pouvait être dans le Super Rugby, 3e dans le Super Rugby, mais bon, c'est quand même assez dingue. Bon, Ford, c'est vrai qu'il était en souffrance depuis un an, ou l'an dernier du moins, l'année 2018. Ford est un peu perdu sa place de 10 au profit de Farrell, là il revenait, et bah on comprend pourquoi déjà, contre l'Écosse pour le destination, c'est un peu lui qui sauve le cul de l'équipe d'Angleterre, qui conquiert le match nul juste à la fin. Mais là, ouais, Ford, franchement, super. D'autant plus que Owen Farrell, le capitaine, d'ailleurs, Owen Farrell est plutôt à succès, faut-il le préciser, faut-il le dire, puisqu'il est en finale de Coupe du Monde. Il s'est fait mal à une jambe, il pouvait plus buter, donc c'est Ford qui a pris, je crois que c'est Ford qui a pris le but. Et donc, il fallait assurer là aussi, quoi. Et globalement, il a fait peut-être pas un 100%, mais bien un 5 sur 6 ou un truc comme ça. Voilà, Watson, Daly, mais voilà des mecs derrière, c'est la folie quoi, c'est la folie, ça va à 2000 à l'heure. En défense, ça lâche rien. Quand il faut pousser le dernier, l'ailier adverse dans la touche, c'est souvent l'ailier qui doit s'y coller. Et voilà, donc forcément ça marche pas mal. Et que dire cette troisième ligne? Je vais lire les noms parce que j'ai pas envie d'en écorcher un. Donc Underhill, Curry et Vunipola, ouais, assez monumental quoi, assez monumental. Ils ont quand même bien contenu là. C'est un peu comme au football américain, c'est quand le ballon il est attrapé, vous avez les défenseurs qui vont essayer de saquer le quarterback. Là c'est un peu pareil là. Ils ont quand même dominé la charnière néo-zélandaise, incapable de s'exprimer. Ni Monga, ni Aaron Smith.
ni même TJ Perenara quand il est rentré n'ont pu faire vraiment quoi que ce soit, accélérer le jeu. Ils ont été partout en plus avec Amaro Itoje, mais dans les rucks c'était un cauchemar quoi. Les mecs, tous les ballons étaient lents et tellement peu de ballons en plus, j'insiste, mais le peu de ballons qu'ils ont eu, bah toujours ralenti, toujours. Puis en plus mal joué quand puis les mecs commencent à jouer mal, des pertes d'habileté. Ils commencent un peu à paniquer, à faire un peu n'importe quoi et jouer avec le feu. Les mecs montent comme des avions, obligés de dégager le ballon en panique. Bon, bah forcément, ça peut bien se passer quoi. Et bien sûr, faut pas oublier le totem là, Owen Farrell. Franchement, avec son sourire là devant le AK, j'ai fait putain, t'es sérieux toi? Dans un pub avec un collègue, et, enfin tout le monde là. Il y avait des Néo-Zélandais, des Anglais, rue Princesse. Toi-même tu sais. Quand même, ouais, le petit sourire narquois. Les mecs en V inversé comme si ils voulaient manger un petit peu, un peu le Pac-Man là, ils voulaient manger le AK, le AK à forme de triangle, bah c'est le triangle dans le même sens, comme ça, hop, et ils enrobent, ils enferment un petit peu ce AK. Et ouais, après on peut faire des provocations comme ça, hein, mais après il faut avoir les ressources pour répondre présent. Que tu fais une provoque comme ça et après tu prends 60 points, bon, pour ça qu'il y a 4 ans, les Français n'avaient rien fait hein, pendant le AK. Bon, c'était pas une raison non plus pour regarder vos chaussures les mecs, mais bon quand même. Il fallait quand même les regarder dans les yeux. Mais bon, évidemment que tu pouvais pas faire ce qui avait été fait en 2011 ni en 2007. Là, c'était pas possible. D'ailleurs, il y a c'est Joe Marler qui a franchi la ligne. Bon, la RFU va sûrement avoir une sanction, mais il faut pouvoir répondre au AK. Hein. C'est comme ceux qu'il a il y a 10 jours parlé d'un manque de respect des supporters irlandais. Quand ils chantaient sur le AK, ben, si on peut pas répondre au AK, il faut interdire le AK alors. Moi, j'essaierai de faire une vidéo sur le AK, je sais pas si j'y arriverai, si j'aurai le temps de vous faire ça, sur l'AK, sur les réponses à adopter, sur le sens que ça a aujourd'hui, ou l'absence de sens que ça peut avoir également. Bon, Farrell, bah, my man, hein, là t'as assuré comme une bête. Voilà, bon, c'est pas très étonnant, hein, finalement. On a quand même une stratégie qui a misé sur du très long terme, du long vers du très long terme, à la RFU, la Rugby Football Union, la fédération anglaise. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le mot Angleterre ou anglais dans le nom. Les mecs sont propriétaires du jeu, tu vois. Bon, très bien. Objectif clair, mission définie, voilà, c'est une stratégie, ouais, ils ont mis en place une stratégie. Après l'échec de la Coupe du Monde 2011, là, ils ont dégagé les vieux, ils ont relancé les trucs, vous vous souvenez de Stuart Lancaster, voilà. Bon travail de Stuart Lancaster, leadership, c'est ça qui lui manquait peut-être à Stuart Lancaster, c'était le charisme et le leadership d'un Eddie Jones, qui dès 2016 a remis la machine en route, et comment, avec quelle force a été remise en route. Sûrement un encadrement technique des spécialistes dans tous les secteurs de jeu, qui sont... alors peut-être pas aussi pléthorique qu'en France, mais en fait peut-être, je n'ai pas forcément le renseignement là-dessus, mais une équipe d'Angleterre hein, qui a bossé, qui sait s'entourer des mecs qu'il faut. Après les mecs, bon, ils parlent anglais, ils peuvent faire venir un Sud-Africain pour la touche, un Irlandais pour la mêlée, un Néo-Zélandais pour les skills, quoi. Pour eux c'est fastoche. Hein. Évidemment en France, bon c'est moins évident quoi. Il y a des résultats depuis 4 ans, je disais, bon, je veux insister, mais ça sort pas de nulle part. Hein. Sort pas nulle part. Rappelez-vous, il y a 2 ans, les Lions britanniques. Hein. Les Lions britanniques font une défaite, une victoire, un match nul, donc tournée nulle entre Néo-Zélandais et Lions britanniques. Beaucoup d'anglais dans ces Lions britanniques. Hein. Donc les joueurs, la qualité technico-technique, physique des joueurs, elle est là, elle était là. Elle est là, elle est au niveau. Reste à avoir enfin, tous les joueurs, avoir 15 joueurs, 23 joueurs, plus l'encadrement et les leaders en dehors du terrain et sur le terrain qu'il faut. En parlant de ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, c'est pas très grave. Bon, ça sort pas de nulle part, voilà. Lion britannique, voilà, c'est ça que j'ai dit. Bon, bref. Peu importe, ça devait pas être important, j'avais qu'à m'en souvenir. En fait, j'ai retrouvé mes esprits. Je voulais dire simplement que sur la feuille de match que la RFU a publiée, England Rugby a publié, notamment sur Twitter, les réseaux sociaux, etc., les remplaçants ne s'appellent pas remplacement, ils ne s'appellent pas substitute ou autre chose comme ça, ils s'appellent finishers. Voilà, les finisseurs. C'est Eddie Jones qui insiste là-dessus. Les matchs ne se gagnent pas à 15, ils se gagnent à 23. Voilà, c'était juste la petite chose que je trouve intéressante, puisque même dans la communication, et au niveau de la fédération, on entérine le fait qu'on joue bien à 23 avec des finishers, et pas juste des remplaçants. Ils ont donc une finale à jouer contre les Sudaf, pas franchement convaincants, qui seront logiquement favoris. Alors, Sudaf, pas franchement convaincants, ils gagnent, ils sont en finale, ils ont une défaite en poule contre la Nouvelle-Zélande, ils ont remporté le Rugby Championship, hein, ils sont quand même en finale, hein. Donc attention. Et ils ont les joueurs,
ils ont la stratégie, ils ont tout ce qu'il faut pour emmerder les Anglais au possible et même pour s'imposer. Hein. Alors attention, c'est que le match contre le Pays de Galles était chiant au possible, surtout quand on compare à celui entre les Néo-Zélandais et les Anglais. Mais voilà, et dans l'équipe d'Angleterre, bon, Owen Farrell, j'en parlais, qui calme ces mecs quand ils commencent à sauter de joie à la fin du match. Hop, 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 il reste une marche. Hein. C'est pas fini. Hein. C'est que le début. Attention les gars, on reste concentré, focus sur l'objectif. Attention quoi. Donc voilà, le mec en plus il a pris de la bouteille. Il était papa cette année. Il est champion d'Europe avec les Saracens, dont fait partie également Maro Itoje. Non mais il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a aucun hasard. Hein. Il n'y a aucun hasard. Liam Williams, arrière du Pays de Galles et des Saracens, champion d'Europe également avec les Saracens, blessé contre l'Afrique du Sud. C'est Alf Penny qui l'a remplacé. Alf Penny, bon, qu'on n'a pas vu faire grand chose d'intéressant depuis qu'il est parti de Toulon, hein, finalement. Donc bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce match. Un match parfaitement construit. C'est vrai qu'à la mi-temps, il n'y avait que 10-0, donc on pouvait penser que les Néo-Zélandais allaient se réveiller. Mais on sentait que mentalement c'était dur, que le combat était terrible sur le terrain, qu'ils ne pouvaient pas se nourrir de munitions. Il n'y avait rien quoi. Il n'y avait rien à exploiter. Ils ne pouvaient pas construire. Ils étaient pieds et poings liés, ils ne pouvaient rien faire du tout. Et voir les Néo-Zélandais autant dans la merde, c'est assez impressionnant. Surtout quand on pense à la branlée qu'ils mettent à l'Irlande une semaine avant. L'Irlande n'existe quasiment pas pendant le match. Voilà, contre l'Afrique du Sud en poule, l'Afrique du Sud se défend bien, mais bon, il n'y a pas vraiment photo sur le match, quoi. Bon, voilà ce que j'aurais à dire. Et bien sûr, on se retrouve pour la finale. Je vous ferai sûrement une vidéo un petit peu en décalé aussi, hein, je ne pouvais pas la faire avant. Là, je ne serai pas non plus chez moi à ce moment-là pour la finale. Et pour la petite finale, je ne sais pas si je ferai une vidéo. Bon, peut-être que je ferai un 2 en 1. Voilà, sur ce, je vous dis, eh bien, ciao, bye.